Christophe Salomon, chercheur émérite maintenant au laboratoire Kassler-Brossel de l'École normale supérieure. Et vous êtes dans ces locaux ici de ce laboratoire qui a une histoire magnifique avec trois prix Nobel. Hein. Je crois que c'est le seul laboratoire de France qui a eu la chance d'avoir trois prix Nobel successifs, Alfred Kassler, Claude Cohen-Tanucci et Serge Haroche. Mon parcours, une école d'ingénieur, l'école centrale à Paris, et puis mon enseignement de physique à l'école centrale laissait un peu à désirer, donc j'ai été suivre un master à l'université d'Orsay, un master en optique quantique, et fait une thèse après à l'université Paris-Nord, Paris 13, à côté de Saint-Denis, alors sur ce qu'on appelle la spectroscopie laser à haute résolution. C'était l'époque, alors on remonte loin dans le temps, là vous n'étiez pas né, hein, c'était dans les années 78 à 84. Euh, j'ai fait mon postdoc aux États-Unis dans un des groupes qui savait ralentir les atomes un petit peu avec la pression de radiation. Et donc là-bas, j'ai mis au point des expériences pour mesurer la température et je me suis dit c'est le domaine où j'ai envie de travailler. Comme j'étais déjà recruté au CNRS pendant ma thèse, c'est là que j'ai rencontré Alain Aspect dans une conférence à Hawaï, s'il vous plaît, qui m'a dit on est en train de monter un groupe à l'ENS avec Cohen Tanucci, Jean Dalibard, Alain Aspect, et il m'a dit tu veux pas venir travailler avec nous. Alors j'ai hésité un peu parce que l'ENS c'était l'ENS, etc. Et puis bien sûr j'ai dit oui. Et puis voilà, j'ai fait toute ma carrière après à l'école normale avec quelques voyages comme professeur invité en Allemagne, aux États-Unis après, en faisant plein d'expériences, à la fois sur les atomes froids et les gaz quantiques ici, et sur les horloges en collaboration avec l'Observatoire de Paris. Bien sûr, il y a la partie scientifique qui est la plus excitante, parce que de faire une nouvelle expérience, de voir un nouvel effet, c'est ce qui nous attire le plus, hein, de comprendre ou de développer une belle théorie pour comprendre ce qu'on voit, en particulier les températures mesurées par le petit schéma que je vous ai donné tout à l'heure. Il s'est avéré qu'elles étaient 100 fois plus basses que la théorie. Alors c'est pas que la théorie était fausse, c'est que la théorie était incomplète, et justement on a mentionné le fait que les atomes avaient plusieurs niveaux, et ben ça enrichit la physique, et ça l'a enrichi d'une façon très favorable, parce que ça permettait de faire plus froid. C'est Jean Dalibard et Claude Cohen-Tanucci qui ont identifié ce mécanisme, et puis Steve Chu aux États-Unis indépendamment. Et donc ça c'était merveilleux, parce que ça permettait de faire des atomes plus froids que ce à quoi on s'attendait. Oui, alors on a un projet important, un projet spatial. On a mis une horloge à atomes froids, à césium, pas une horloge optique, hein, mais une horloge à atomes froids, à bord de la Station spatiale internationale, là, qui vole au-dessus de nos têtes, hein, qui passe 3-4 fois par jour au-dessus de Paris. Hein. Et là, le principe est très très simple. Rappelez-vous la fontaine. Hein. On lance les atomes en l'air. Malheureusement, il y a la gravité. Hein, donc les atomes montent, ils redescendent et puis ils accélèrent. En microgravité, il n'y a pas de problème. Hein. On lance les atomes tout doucement, il n'y a plus de gravité résiduelle, donc ils continuent leur mouvement. Ils sont en vol libre parfait. Hein. Et donc avec ça, on peut faire une horloge à césium de très très bonne stabilité et exactitude. Et avec ça, on va faire des tests de relativité. On va tester la relativité d'Einstein, voir si Einstein a raison ou pas. Une journée type, eh ben, elle commence au bureau, là, ici, à regarder ses emails, à réfléchir, à organiser une réunion de groupe, à réfléchir sur les papiers qui ont été publiés dans le domaine où on travaille, savoir si on se fait griller par la concurrence ou pas, ou avoir des nouvelles idées. Et puis faire un peu d'administration aussi, c'est-à-dire qu'une équipe, sur ces expériences, on est typiquement 3 ou 4 à travailler, donc un ou deux étudiants, un postdoc, parfois un visiteur, et donc il faut sélectionner les étudiants,
leur donner un sujet de thèse, discuter avec eux tous les jours, résoudre les problèmes au labo. Hein. Donc moi je suis un expérimentateur à la base. Hein. Et donc au labo, il faut faire marcher les lasers, il faut faire marcher l'enceinte à vide, il faut designer ce genre de choses, faire les calculs qui correspondent pour que le champ magnétique soit le bon dans un piège magnéto-optique par exemple. Hein. Quand on a fait le piège magnéto-optique, on s'est dit c'est un nouvel outil. Hein, c'est devenu assez simple à faire marcher. Et donc, on a commencé à explorer avec les atomes froids des propriétés. On a fait de l'optique non linéaire, on a fait de la spectroscopie avec ces atomes froids qu'on ne pouvait pas faire avant avec des atomes chauds. Hein, donc là, on a vu des tas d'effets nouveaux. On a fait aussi des variantes du piège magnéto-optique sans champ magnétique. C'était très amusant d'imaginer des pièges avec des faisceaux divergents comme ça, ou avec des combinaisons de champs électriques et optiques. Donc, et puis, après, donc là, les fontaines, j'avais ça en tête depuis longtemps, donc on a continué dans cette voie des horloges. Hein. Mais sinon, au labo, à un moment donné, on a décidé d'arrêter de travailler uniquement sur le refroidissement, etc., pour attaquer quelque chose qui est rendu possible par les atomes froids, qui est la condensation de Bose-Einstein. Ce qu'on cherche à faire avec, c'est préparer un échantillon d'atomes froids de la méthode la plus simple possible, avec d'une part la pression de radiation et d'autre part un champ magnétique extérieur faible, quelques Gauss, un gradient de champ magnétique, quelques Gauss par centimètre. Le piège magnéto-optique, c'est la source d'atomes dans toutes les expériences de physique atomique et d'optique quantique avec des atomes ou des molécules aujourd'hui. Voilà, donc c'est un outil universel. Supposez que vous ayez déjà acheté tout ce qu'il fallait pour faire un piège magnéto-optique, c'est-à-dire deux lasers, des miroirs, des lentilles, pour mettre le faisceau en forme, une enceinte à vide, où le vide est déjà bon. En une après-midi, vous montez vous-même votre piège magnéto-optique, même sans avoir joué avec avant. Hein, voilà. Mais il faut déjà le matériel. Et donc là, il faut ajouter le temps de commande du matériel. Si tout est réglé, on tourne un bouton et ça marche. Si on a fait un piège magnéto-optique hier, et ça m'a mis une demi-journée pour le monter, par exemple, j'éteins les lasers, je rentre à la maison, je reviens le lendemain matin, je rallume les lasers, tac, tac, tac. Une seconde après, il y a le piège magnéto-optique. J'ai utilisé le piège magnéto-optique comme source d'atomes froids pour faire encore plus froid ou des nouveaux états de la matière, comme les condensats de Bose-Einstein ou les gaz de Fermi superfluides. Voilà, donc il faut de la ténacité, de la curiosité, de la créativité pour se dire, bah tiens, ça... Parce que des idées de manip, on peut en avoir plein, mais il faut qu'elles soient faisables. Il faut absolument préserver la capacité de créativité des chercheurs, ne pas les assommer avec des tâches administratives répétitives, souvent inutiles, simplement pour vérifier des règles et des procédures de marché, autres trucs comme ça. Voilà, il faut laisser de la liberté aux chercheurs. Ce que je préfère, c'est d'être dans le labo, voir le signal apparaître sur l'écran d'ordinateur ou de silo et de régler pour que ça marche bien. Faire une découverte, c'est fascinant. Voilà. Hein. Quand on est le premier à avoir un nouvel effet, ça c'est une très grande satisfaction.